Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'une deuxième introduction, séance introductive au séminaire que nous organisons cette année, Sylvain et moi, puisque sur un certain nombre de points, nous aboutissons à des conclusions ou à des hypothèses analogues, voire à des procédures d'enquête, des situations d'enquête analogues. En même temps, nous n'y sommes pas arrivés de la même façon, ni biographiquement, ni intellectuellement, on va dire, et du coup, ça nous a semblé nécessaire d'exposer cette introduction à deux voix pour qu'il y ait plus de relief dans cette affaire. Pour le propos qui sera le mien aujourd'hui, je voudrais dire deux choses. D'abord, je me suis beaucoup appuyé sur deux articles que j'ai publiés cette année et qui ont été pour moi l'occasion d'une mise à jour sur les formulations qui sont les miennes concernant aujourd'hui la politique, l'État et les mobilisations et les émeutes. Ces deux articles sont l'un, un article dans la revue internationale et stratégique de l'IRIS qui était consacré aux mobilisations dans la mondialisation et qui s'intitulait « La révolution n'est plus ce qu'elle était », s'intitule toujours d'ailleurs, toujours disponible. Et l'autre, plus conséquent, puisque c'est un article en ligne dans la revue ethnographique.org, l'avantage des revues en ligne, c'est qu'il y a beaucoup moins de limites de contenu, on peut faire beaucoup plus long, y compris mettre des vidéos et des images, et qui était sur la fin de la politique. Deuxième chose que je voudrais dire en préalable, c'est que les conclusions auxquelles j'arrive et les hypothèses auxquelles j'arrive aujourd'hui, j'ai réussi à les formuler que de façon très tardive. Au fond, si je dois être honnête, ça ne fait que quelques années que je suis arrivé véritablement à ces hypothèses, c'est-à-dire à l'idée que la politique telle que nous l'avons connue dans la période moderne, 19e et 20e siècle, comme puissance subjective, stratégique, collective et stratégique, n'existe plus. Cette hypothèse est arrivée très tardivement, pour une raison, me semble-t-il, assez évidente, c'est que intellectuellement, dans mes travaux de recherche notamment, mais aussi dans des engagements sociaux et politiques tout au long de ma vie, et ça a commencé assez tôt, je me suis complètement inscrit pendant très longtemps dans cette idée moderne de la politique, et j'en ai étudié notamment depuis ma thèse qui a maintenant une vingtaine d'années, avec effroi, mais je pense assez sérieux, la désintégration. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur l'effondrement ou l'effilochage ou la disparition de l'univers théorique et subjectif dans lequel je travaillais comme chercheur et dans lequel j'agissais comme militant depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait quand même un petit peu de temps. C'est donc pas simple, c'est pas simple d'arriver à l'idée que, voyons tout s'écrouler, la lutte des classes, le parti d'avant-garde, l'idée que c'était par la prise de pouvoir qu'on allait transformer la société, les choses tombant les unes après les autres dans une évidente inefficacité contemporaine, de se dire au bout du compte, c'est pas la peine de chercher là-dedans à sauver aussi ce qu'on a appelé la politique, parce que ça ne marche plus. Voilà. Alors je voudrais un peu m'expliquer sur ce qui m'a amené à cette conclusion et les conséquences que je peux en tirer, qui en tout cas font que je ne cherche plus aujourd'hui, comme j'ai pu chercher à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et même à 50 ans, face à des mobilisations contemporaines que pouvaient être, vous savez, comme on dit, ouvrez les guillemets, le débouché politique des luttes,
ou la traduction politique des luttes, fermez les guillemets. C'est quand même une des préoccupations permanentes de toute une figure militante qui fonctionne encore un petit peu, qui a fonctionné tout au long du XXe siècle. Alors, dans les articles que je vous citais précédemment, je pars de l'idée que cette figure de la politique comme puissance subjective et stratégique est liée à l'idée de révolution. C'est-à-dire qu'elle est fondée dans l'idée de révolution qui articule à la fois l'idée qu'il y a un antagonisme social qui fonde objectivement les actions des uns et des autres, leur affrontement et leur concurrence, et que d'autre part, il y a un lieu de résolution de cet antagonisme qui fait pencher la balance dans un sens ou dans un autre, et qui la fait la pencher absolument en cas de révolution, c'est l'État. Ce lien entre l'idée de la figure de la révolution et celle de la politique, et la fin de l'un liée à la fin de l'autre, s'articule à deux autres choses fortes, qui sont la deuxième qui est que se clôt avec ça la figure de la représentation et de la parole représentative. Et troisièmement, je vais en expliquer un peu plus sur la question de la représentation, que ça va de pair avec un absentement de l'histoire, des formes historiques d'historicité, pour reprendre, enfin la figure historique d'historicité, pour reprendre l'expression de Hartog, qui nous a fait vivre subjectivement et collectivement au cours du XXe et du XIXe siècle, dans l'idée que le présent préparait l'avenir, mais que pour que le présent prépare l'avenir, il fallait que le présent soit éclairé par le passé, et donc l'action du présent, l'action politique du présent, s'inscrivait dans une trajectoire historique collective qui avait à la fois ses nécessités objectives et historiques, et d'autre part un sens. Il y avait un sens, et que le futur existait, et que le futur se préparait, et que le futur s'ancrait dans cette trajectoire. Il me semble que ce qui caractérise l'espace épistémé contemporaine, c'est justement l'absentement et du passé et du futur, l'un et l'autre ensemble. Alors, il est certain que, en ce qui me concerne, il y a des étapes rétrospectives que je peux mobiliser pour essayer d'identifier les moments cruciaux de cette chute, de cette transformation, de ce passage d'une époque où la politique et la révolution avaient un sens à une autre. On pourrait rediscuter de 68, et Sylvain en a parlé la semaine dernière. Il me semble que l'année 2001 est une année assez importante aussi dans l'émergence de symptômes, d'événements symptomatiques tout à fait importants, notamment le Forum social mondial, avec toutes les limites qui sont les siennes, et qui représentait pour moi à l'époque une figure alternative à la politique qui était en train de se défaire, qui n'est évidemment pas ça, à l'expérience, mais qui a dit dès ce moment-là, et de façon claire, que la transformation sociale n'était plus l'affaire de l'État, et que ce n'était pas à travers l'État que cette transformation sociale pouvait s'opérer, pouvait se rechercher, avec deux règles qui restent les règles du processus des forums, sur lesquels j'avais fait un article dans Anthropologie et Société il y a déjà quelques années. La première règle qui était d'exclure les partis politiques de toute décision organisationnelle concernant les forums, et la deuxième règle qui était d'exclure toute conclusion générale et toute parole représentative des forums. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
il n'y a pas de démarche politique stratégique liée à des concurrences de pouvoir dans le processus, il faut les absenter pour que ça fonctionne, et d'autre part, on s'interdit toute déclaration finale et tout processus représentatif, voire on s'interdit dans le processus des forums tout processus de vote. Ça me semble aujourd'hui non pas une alternative à la politique qui s'est défaite, mais vraisemblablement une anticipation sur des processus futurs et en tout cas des signaux forts sur ce qui était en train de changer, y compris ce qui était perçu comme des changements dans des milieux militants tout à fait traditionnels, parce que les forums ont été organisés pendant ces 15 années par des gens qui sont des cadres notamment du mouvement syndical, du mouvement associatif, de ce qu'on appelle aujourd'hui des ONG. Alors, ce lien, je reviens sur le lien entre politique et révolution et la question de la représentation, ce qui ne me semble pas tout à fait clair comme ça, parce qu'on peut considérer ça comme deux affirmations complètement disjointes. Il me semble que dans l'idée de révolution, celle en tout cas que j'ai croisée et avec laquelle j'ai vécu avec d'autres pendant quelques décennies, il y a l'idée que dans la révolution, à un moment donné, il y a une fusion du peuple et de l'État. La révolution abolit les modes précédents de pouvoir, de gouvernement et d'administration, que le peuple devient État, ce que Negri, dans un de ses livres, appelle le pouvoir constituant, le moment où les choses se constituent, sauf que le constat quasiment immédiat, voire que c'est impraticable, que cette fusion est impraticable, amène à la mise en place de dispositifs étatiques d'un pouvoir constitué, je reprends encore l'expression de Negri, dans lequel le peuple, ne pouvant pas fusionner avec l'État, il est représenté d'une façon ou d'une autre au sein du pouvoir et au sein de l'État, ce qui fonde l'idée de représentation politique, et il est représenté dans sa diversité, ce qui est aussi un élément important, quelles que soient les formes de représentation. Quand je parle de représentation, je ne parle pas simplement de démocratie représentative. Je pense que des partis uniques dans des dispositifs non parlementaires pouvaient être porteurs d'une figure de la représentation de l'antagonisme social au sein de l'État. Par exemple en Union soviétique ou en Chine. Voilà. Donc ce sont aussi des projets révolutionnaires qui ont fait émerger et assurer la pérennité sur plusieurs décennies de figures singulières de cette politique, que ce soit le socialisme, le communisme, la République, la libération nationale. C'est à l'occasion d'événements révolutionnaires qu'ils ont été établis, qu'ils se sont inscrits dans une façon de vivre cette trajectoire historique dans laquelle nous nous inscrivons tous, et que donc on voit qu'on le prenne par l'entrée révolutionnaire ou par l'entrée de la démocratie représentative ou de la représentation non démocratique, l'État devient l'opérateur principal du changement et comment dire, le marqueur, le rapport à l'État et le rapport stratégique à l'État, le marqueur du caractère politique ou non, le passage ou non à la politique d'une mobilisation. Alors, mon tournant subjectif personnel a commencé en réalité entre le 27 octobre 2005 et le printemps 2006. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus.
avec les événements, les mobilisations à l'échelle nationale en France qui ont duré pendant 3 semaines après la mort de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois dans un transformateur. Les voitures qui ont brûlé, les affrontements, vous avez beaucoup écrit sur cette question. Et ensuite, au printemps, au moment de la mobilisation contre le CPE, en passant une bonne partie de mon temps devant le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, où la mobilisation contre le CPE n'avait pas exactement la même dimension, la même subjectivité que celle qu'on retrouvait dans certaines des grandes manifestations dans les grandes villes, et notamment à Paris, qui avaient la particularité, pour certaines d'entre elles, à la fin du mouvement du CPE, d'être protégées par la police, ce qui était quand même assez exceptionnel comme situation. Alors, je reviens sur les émeutes. Moi, ce qui m'a frappé dans les nuits que j'ai pu passer dehors et ce qu'on a pu me raconter d'autres expériences analogues, dont les expériences aulnaisoises, par exemple, c'est qu'on était à la fois devant quelque chose qui était visiblement la manifestation d'une puissance quelque part, d'une puissance collective, d'une puissance subjective, qui faisait que des gens qui ne se connaissaient pas d'un bout à l'autre de la France dans ces 3 semaines ont fait des choses analogues et ont mis quand même la panique du côté du pouvoir jusqu'à ce que celui-ci déclare l'état d'urgence. Or, cette puissance-là, sans commune mesure avec ce qu'on avait connu depuis longtemps. Je ne dirais pas que c'est la première fois qu'on voyait ça à ce point-là, mais quand même, c'était tout à fait singulier, de jamais vu, à l'échelle nationale, pendant 3 semaines. Ça a commencé, ça on sait comment, ça s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Et ça n'a suivi aucun des critères habituels des mobilisations. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de slogan, il n'y avait pas de banderole. Il n'y a pas eu de processus de revendication, il n'y a pas eu de processus de négociation avec l'État. Ça ne rentrait... et il n'y avait pas de stratégie visible. Donc ça ne rentrait dans aucune des cases habituelles d'analyse ou d'analyse académique ou d'analyse militante de mouvements collectifs de ce type-là. On n'a rien vu. Moi j'avais fait un article après qui s'appelait Nous n'avons vu que des ombres. On n'a rien vu. On voyait bien qu'il se passait des choses, on voyait bien que la police courait partout, surtout là où les jeunes, notamment à Saint-Denis, voulaient l'emmener, mais en n'ayant aucune maîtrise de la situation, c'est-à-dire qu'il y avait une maîtrise de l'espace urbain qui n'était pas du tout celui de la police en ce moment-là. Mais ça ne, pour reprendre mon expérience tout à l'heure, mon expression de tout à l'heure, ça ne débouchait pas sur de la politique, ça n'avait pas de dimension de traduction politique, et ceux qui s'y sont essayés dans les semaines qui ont suivi les émeutes en mobilisant les jeunes des quartiers, la seule chose qu'ils ont réussi à inventer, quelle belle invention, ça a été d'inscrire les jeunes sur les listes électorales pour qu'ils votent. Ce qui est un élément sur lequel on pourrait revenir, mais qui, à mon sens, avait plus comme effet d'arrêter les mobilisations qu'autre chose. Ce qui m'a tout à fait intéressé dans le mouvement du CPE en 2006, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
la mobilisation étudiante était une mobilisation strictement étudiante. C'est-à-dire nous avons assisté avec Sylvain dans cette université à des assemblées générales d'étudiants qui surtout déclaraient haut et fort que jamais ils iraient dans les cités pour aller voir des jeunes des cités, que ce n'était pas le même monde, alors que quand même les voitures qui avaient brûlé étaient encore à peine refroidies. Hein. On était à quelques semaines des émeutes de 2005. Et ces manifestations strictement étudiantes ont été prises à partie, rappelez-vous, par d'autres jeunes qui étaient là, qui voulaient en découdre avec la police, qui en ont décousu aussi avec les étudiants. Et on a assisté lors d'une manifestation nationale à des scènes d'affrontement absolument dantesques sur le Champ de Mars. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. C'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Avec cet aspect tout à fait particulier qu'avec l'âge qu'on avait et notre façon de nous habiller, on était comme transparent dans cette affaire. Donc les choses se passaient autour, mais on n'avait pas l'impression d'être dans la même dimension. Or, cette tension entre deux jeunesses, ou ce qui pouvait être pensé comme deux jeunesses, et en tout cas deux rapports à l'État dans ce qui c'était considéré comme l'essentiel de la vie. Et je me souviens que sur Aulnay, qui m'avait rapporté des propos, on pourra en discuter sur l'idée, mais en 2005 c'était pour notre vie qu'on était mobilisés, et eux c'est juste pour leur emploi. Devant les lycées de Seine-Saint-Denis, en tout cas celui de Saint-Denis, ça n'a pas eu la même du tout. La même dimension. C'est-à-dire que les lycéens du lycée classique étaient assez vite rejoints par le lycée professionnel Bartholdi. Ils se connaissent bien, ils étaient au collège ensemble. Et il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de banderole. Les quelques tentatives d'assemblée générale au mégaphone tentées par des militants de la JC font un plouf retentissant. Les jeunes bloquent la rue, puis la nationale, donc la police arrive, et la tension monte, et visiblement on a envie de la faire monter jusque vers 11h midi, où enfin on s'y met, on met 3 voitures au milieu de la rue, et on y met le feu pour que la police intervienne. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est la fin. Et là, j'ai vu des jeunes qui comment vous dire, dans la manifestation parisienne éventuellement de l'après-midi, auraient pu être des deux côtés. Certains du côté des étudiants, et de l'autre, et d'autres, et d'ailleurs étaient peut-être du deux côtés de ceux qui cherchaient la cassagne. Là, ils étaient ensemble. Mais ils étaient ensemble sur quel terrain? Ils étaient ensemble sur le terrain sur lequel on brûle les voitures. Et sur le terrain sur lequel il n'y a pas de slogan. Et sur lequel on affronte la police, parce qu'au fond, c'est peut-être ça, quelque part, qui dit ce qui est important, dans cette affaire. Et là, j'avais dit en 2005, on a vu des ombres, là, j'ai vu leur visage. Parce que visiblement, ils savaient faire, ce n'était pas la première fois. Et avec beaucoup d'humour, en plus, c'était tout à fait étonnant. Par ordre d'élève, j'essayais que la voiture ne brûle pas, donc je m'étais assis dessus, mais il y en a qui m'a dit, monsieur, il ne faut pas rester là, parce que les copains, ils ont apporté le liquide, et ça va brûler, hein. Vous devriez partir. Voilà. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler sur les émeutes, en me disant, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que je travaillais sur la banlieue quand même depuis une vingtaine d'années, je pensais connaître un peu, je n'avais rien vu venir, parce que mon fils était impliqué dans cette affaire, notamment au lycée Paul-Éluard, c'est lui qui bloquait tout, je pensais le connaître, visiblement je ne comprenais pas tout ça, donc il y a quelque chose qui m'échappe, sur lequel il faut que je travaille. Et en travaillant sur les émeutes, ce que je fais depuis plusieurs heures par jour, tous les jours, et récoltant tout ce qui se passe dans le monde, je suis frappé par la similitude dans le répertoire, en tout cas, et dans les situations qu'on trouve d'un bout à l'autre de la planète. Et notamment autour des situations dramatiques qui ont été celles de 2005, c'est-à-dire la mort d'un jeune, et ça dans quelques continents, dans quelques pays que ce soit, et dans quelques régimes
politique que ce soit, mais dans une multitude d'autres situations où ce répertoire de l'émeute, qui se trouve concentré et seul présent dans ces situations-là, notamment lorsqu'il y a la mort d'un jeune, peut être présent dans d'autres situations, en plus du répertoire habituel des mobilisations sociales, et prenant des fois et complètement le pas sur le répertoire habituel des mobilisations sociales. Donc ça m'a dessiné, un paysage mondial de l'affrontement que je lis comme le paysage mondial de l'effondrement d'un dispositif politique, celui où la puissance subjective stratégique s'affronte à l'État pour obtenir quelque chose de lui ou pour obtenir l'État afin de transformer les choses, et où on est dans un affrontement dans lequel il n'y a rien à négocier, et il n'y a pas grand-chose qui puisse s'échanger dans la négociation ou dans des échanges verbaux habituels, où la représentation s'est effondrée, où l'espace de représentation et d'interlocution entre les peuples et l'État s'est effondré. Alors, depuis, j'ai eu l'occasion de parler de ce travail, d'abord de publier, et de parler de ce travail à de très nombreuses reprises. On m'a très souvent envoyé un argument sur lequel je m'arrêtais, qui était que c'est n'importe quoi. Alors, on me le dit des fois beaucoup plus aimablement que ça. C'est n'importe quoi puisque je mélange tout. Je mélange les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que je compte comme unité de compte dans ces affrontements civils non stratégiques, je compte des choses qui n'ont strictement rien à voir, dans la mesure où, si on les lit à travers une grille d'analyse ou une grille militante politique du XXe siècle, on voit bien qu'il ne s'agit pas de la même chose. Par exemple, je mets ensemble des grèves ouvrières, les affrontements qui ont émaillé la grève des mineurs des Asturies l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais c'était quand même le démontage des barrières d'autoroute, c'est assez impressionnant. Ou les grèves ouvrières au Bangladesh, et les mobilisations qui ont marqué l'affrontement de l'État vénézuélien et du successeur très charismatique Chavez et la jeunesse universitaire cette année, parce que là, c'est pas pareil, c'est la petite bourgeoisie. Et puis quand même, c'est une opposition de droite. Voilà. Je mets dans le même sac, effectivement, des gens dont la subjectivité, c'est plutôt une subjectivité laïque et démocrate et qui vont affronter la police en Tunisie, et les salafistes. Je mets dans le même sac des manifestations qui se terminent mal, qui ont été appelées et mobilisées, qui sont à l'issue d'une mobilisation de gauche ou d'organisation de gauche, et la manif pour tous. C'est-à-dire que dans l'ancrage social, que je prenne la grille d'analyse de l'ancrage social ou la grille d'analyse de la stratégie ou de la subjectivité politique, effectivement, dans cette situation d'affrontement et d'émeute se retrouvent des événements qui devraient, selon ces grilles d'analyse, être séparés et être mis dans des cases différentes. Et en général, l'argument suivant qui vient, c'est que de toute façon, comment vous définissez ça? C'est quoi votre définition de l'émeute? Voilà. À combien de morts? À combien de blessés? À combien de personnes dans la rue? Pourquoi ce mot et pas un autre?
général, là, je m'en sors en disant que de toute façon, c'est une analyse internationale, donc il n'y a pas que le mot français et qu'on doit s'interroger sur tous les autres mots qui sont utilisés. Mais là, j'irai plus loin. Ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est que le mot qui vient à l'esprit de ceux qui décrivent de l'extérieur, en tout cas, au moins ces événements aujourd'hui, utilise certains mots et pas d'autres, quelle que soit la langue. Je vais prendre quelques exemples. On parle d'émeute en français, et non pas d'insurrection ou de soulèvement. Bon. En espagnol, c'est disturbios, un trouble, et non pas motim, et non pas la révolte. Le mot qui dans la presse italienne est le plus utilisé pour décrire ce type d'événement et qui ont par exemple été utilisés pour décrire les émeutes anti-immigrés de la banlieue de Rome ces derniers jours, c'est scontri et non pas rivolta. Voilà, et ainsi de suite. Le mot chinois qui est baotung n'est pratiquement jamais utilisé dans les reports d'événements en Chine. Donc il y a quelque chose d'effectivement de catégorie floue, mais qui moi ne m'incite pas du tout à chercher absolument une définition. Il m'insiste à penser que c'est ça qui est intéressant. Parce que je prends les choses, en l'occurrence, pour ce qui est du premier argument, exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire, comment se fait-il que dans le monde d'aujourd'hui, des mobilisations aussi diverses dans leur ancrage social, urbain ou non, dans leur motivation, dans la motivation ou la culture de ceux qui sont inscrits et qui vont prendre des risques et qui prennent des risques pour eux-mêmes, en sachant en général pertinemment qu'ils risquent de perdre, ils ont une chance sur 10 de ne pas prendre plein la figure. Donc, comment se fait-il que dans des situations aussi diverses, de plus en plus diverses, ce soit le même répertoire qui se répète et qui est adopté, et que du point de vue des images, il n'y ait pas beaucoup de différence. En l'occurrence, l'exercice auquel je me livre, pas ce livre d'aujourd'hui, c'est de montrer des images des quatre coins du monde et de vous dire avec des voitures qui brûlent, et alors c'est où? Surtout quand en plus ceux qui les brûlent sont masqués, habillés en noir, et même s'ils ont le kéfier, ça ne veut rien dire, parce que ça peut parfaitement être ailleurs, voire dans la manif pour tous. Donc, alors, ces événements, en plus, sont, vous voyez la courbe, là c'est continent par continent, elle est assez parlante depuis 2009, j'utilise exactement les mêmes critères de recherche. Je ne cherche pas à améliorer mon outil, surtout pas pour avoir quelque chose de comparable. Ces événements ne fondent rien. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport entre des grands courants politiques et des moments révolutionnaires dans lesquels ils s'étaient fondés. Là, ça ne fonde rien, ni localement, ni dans les situations, ni en général. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite dans le sens où il n'y a pas de mouvement qui s'inscrit derrière ces explosions de colère et qui va pouvoir essayer, je reprends mon expression, de faire la traduction politique ou le débouché politique de cette colère, et ils ne s'inscrivent pas dans quelque chose qui puisse les représenter sur la durée, et ils ne s'inscrivent pas dans une histoire. Et enfin, ça c'est une dimension sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais je vais laisser ça de côté aujourd'hui pour l'essentiel. C'est un répertoire qui, j'insistais sur le fait qu'il y avait peu de slogans, il peut y avoir des slogans, parce qu'il y a des dimensions émeutières dans les mobilisations dans lesquelles il y a des slogans. Mais il y a une dimension visuelle
du répertoire qui est absolument essentiel et qui touche aujourd'hui, y compris des mobilisations de type plus classique. L'émeute produit de l'image. Et elle produit de l'image, et les émeutiers produisent de l'image avec leur smartphone et les mettent en ligne. Alors, quand je dis ça ne fonde rien, dans cette histoire courte de 2009 à 2013, alors je peux tout de suite vous dire, je vais revenir sur là. Voilà, là on voit le cumul. L'unité de mesure, c'est un jour, un lieu. C'est-à-dire que si Taksim, ça a effectivement fait beaucoup d'unités émeutières en statistique, parce que il n'y a quasiment pas une ville de Turquie qui a échappé à la mobilisation et à l'affrontement. Donc, vous voyez que c'est une montée. Il y a quelque chose qui s'inscrit au milieu de cette trajectoire provisoire, qui est l'année 2011. Il s'est passé en 2011 un certain nombre d'événements que j'analyse moi comme s'inscrivant dans cette trajectoire de la montée des émeutes, mais qui n'ont pas, comme qu'on aurait pu donc analyser comme le moment révolutionnaire enfin fondateur, une nouvelle figure politique, après une montée des révoltes. Pour ce qui est de la Révolution française, par exemple, au XVIIIe siècle, on a pu observer une montée des jacqueries, une montée des révoltes jusqu'à la Révolution française. C'est-à-dire, voilà, après ça se calme. Or, en l'occurrence, ça ne se calme pas. Voilà, ça ne se calme pas. Alors, je vais revenir sur le fait que ça ne s'est pas calmé, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Il y a trois moments dans cette année 2011, je vous le rappelle, qu'il ne faut pas confondre. Le premier moment qu'on a appelé le printemps arabe, mais qui commence en réalité en plein hiver, même un tout petit peu avant l'hiver, parce que la mort de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, c'est avant le 21 décembre 2010. Ça commence comme une émeute. C'est une émeute, après la mort d'un jeune. Ce qui fait dire à la ministre de l'Intérieur française qu'elle est à disposition du gouvernement tunisien, puisque en France on sait faire, on a un savoir-faire. Elle n'a pas tout à fait tort au moment où elle le dit, quelque part, dans l'analyse, sauf que ça se prolonge autrement. C'est-à-dire que ça ne reste pas une révolte cantonnée à une certaine jeunesse, que d'autres jeunes et d'autres générations s'y mettent, et qu'en 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, le gouvernement tombe. C'est le premier moment, après il y a eu l'Égypte. Le deuxième moment, c'est l'occupation des places en Europe, et en Europe méditerranéenne, et notamment à partir du 15 mai, et surtout à partir du 15 mai, l'occupation de la Puerta del Sol à Madrid, et ce qu'on a appelé les indignés, ce que semble-t-il les intéressés réfutent, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, c'est un mouvement d'occupation qui n'a pas vocation à être émeutier, n'a pas vocation à être violent dans l'affrontement, mais qui s'inscrit dans une rupture dans les formes habituelles de la politique, et qui s'inscrit dans une rupture dans la démarche stratégique de rapport à l'État. On a beaucoup reproché aux Espagnols de la Puerta del Sol d'avoir permis la victoire de la droite aux élections locales. Par exemple, ne pas s'inscrire dans une démarche électorale. Et ce n'est qu'à partir du 15 octobre que sur un modèle revendiqué explicitement sur leur site, et dans cette expérience, en observant ces expériences-là, qu'est lancé Occupy Wall Street et le mouvement d'occupation. Donc ça traverse l'Atlantique. Et ça revient dans l'autre sens. Donc on a là quelque chose qui est à la fois me semble-t-il, dans la prolongation de la phase émeutière depuis le début du siècle, mais qui quelque part installe d'autres choses, notamment installe la visibilité c'est-à-dire
dans l'émeute en arrière, celle de 2005, on le voyait avec des ombres. Là, un des éléments importants du répertoire, c'est la visibilité par l'occupation de la place, qui installe un retour ouvert et massif à la parole, puisque ces places ne sont pas simplement occupées pour être là, mais sont aussi des lieux de parole et des lieux de construction d'une parole collective, mais qui par contre assume, et cette fois-ci assume de façon explicite, le fait que, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas, personne ne parle à la place de tout le monde, et si quelqu'un doit à un moment donné être à même de négocier avec le pouvoir, ce sera par exemple à tour de rôle. Les expériences de porte-parole autoproclamées, il y en a eu, je pense notamment au Sénégal avec Y'en a marre, mais vu la façon dont ça n'a pas pu s'inscrire dans la durée, quelque part, c'est pas forcément, ça donne pas tort à l'analyse globale. Et d'autre part, ça n'est pas dans une ce n'est pas dans une démarche stratégique vis-à-vis du pouvoir, et je reviens là-dessus sur le premier des trois événements de l'année 2011, et notamment ce qu'on a appelé le printemps arabe. On avait consacré quelques séances de travail ici que je rappelle, où on était arrivé à la conclusion à peu près partagée que c'était difficile de nommer révolution des mobilisations dont le pouvoir n'était pas l'objectif. Enfin, dont le pouvoir était la cible, au sens où ces mobilisations ont posé un nous populaire et un nous national contre le pouvoir existant et contre l'État existant, sur le registre du dégage. C'est pas vous qu'on veut, mais ne se sont restés tels les trompettes devant les murs de Jéricho, en dehors de la ville, une fois que les murs se sont écroulés. Ils n'ont pas cherché à prendre l'État, et sont restés comme force extérieure à l'État, tant bien que mal, dans la période qui a suivi. Donc, une des conséquences visibles, en tout cas des signes visibles de ce choix assumé, c'est que la séquence émeutière ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas avec l'année 2011. Et mieux, elle ne s'arrête pas avec l'année 2011 dans les pays mêmes dans lesquels la mobilisation de 2011 a eu le plus d'effet. Il n'y a jamais eu autant d'émeutes en Tunisie que depuis la chute de Ben Ali. Et pour ce qui est de l'année 2013, ça je pourrais vous montrer, parce que j'ai fait des... Voilà. En 2013, si on prend le top 50, top 20 en l'occurrence, des pays dans lesquels il y a des émeutes, celui qui tient la pole position de loin, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte qui, depuis la chute de Moubarak, s'est trouvé dans des situations successives. Les Égyptiens se sont trouvés dans des situations successives d'affrontement avec un pouvoir d'État qu'ils n'ont pas voulu investir, et ils ont fait l'expérience successive, de la mobilisation contre le pouvoir issu des urnes avec Morsi, après la mobilisation contre Moubarak, et l'expérience successive d'un pouvoir issu des urnes qui était celui des frères musulmans, puis d'un pouvoir issu d'un coup d'état militaire salué par une standing ovation et un feu d'artifice, qui est celui du mouvement de résistance à Morsi, et qui génère depuis des affrontements réguliers, notamment dans les universités égyptiennes. Donc, ce tournant de 2011 ne dessine pas la fin, ne fonde pas
un dispositif politique qui permettrait de s'inscrire dans la durée et dans une mobilisation sans émeute. La séquence émeutière se prolonge. Ensuite, et ça ne dessine pas non plus l'espace d'une subjectivité globale de la Révolution. Il n'y a pas à travers ce qui s'est passé là quelque chose qui permettrait de nous dire voilà quel est l'enjeu historique actuel, voilà quel va être le profil de la Révolution mondiale. Nous avons affaire à des mobilisations qui ont une dimension mondiale, nous avons affaire à des mobilisations dont le répertoire se retrouve et est l'écho d'un bout à l'autre du monde, qui s'inspirent les unes des autres, des fois de façon tout à fait consciente, mais qui ne portent pas sur le monde un discours général ou un discours global qui permettrait d'en décider une subjectivité commune. On reste dans la singularité de mobilisation. Alors au-delà du prolongement de la séquence émeutière, il y a quand même des mobilisations qui se sont de type, de dimension et de type un peu nouveau qui se sont dessinées depuis 2011 dans le monde, dont on a d'ailleurs traité dans des séances du séminaire précédent et sur lequel on va revenir. Je pense à la mobilisation des étudiants québécois au printemps 2012, qui en écho a d'ailleurs été surnommé le printemps d'érable, qui avait aussi une dimension nationale importante, québécoise, qui a d'ailleurs débouché sur la chute du gouvernement libéral québécois et sur la victoire électorale du Parti national québécois. Il y a les étudiants chiliens, un mouvement qui a duré quand même plusieurs années, des révoltes ouvrières de dimension considérable. Je parlais tout à l'heure de celle du Bangladesh, il y en a une autre dans le sud-est asiatique, et les mouvements des mineurs ou des travailleurs des vignobles, travailleurs agricoles des vignobles en Afrique du Sud, sur lesquels on avait travaillé. Mouvement dont on a un peu parlé en France, mais qui a quand même duré quelques semaines, que le mouvement de Patagonie, dans le sud du Chili, dans la région de Aysén, qui est parti d'une mobilisation contre un ouvrage hydroélectrique, Hydro-Aysén, et qui s'est prolongé dans une mobilisation de la région tout entière contre le sort qui lui était fait par le gouvernement central chilien. Et puis, sur l'année qui vient de s'écouler, il faut en citer au moins 4, celle de la mobilisation turque qui part de la résistance à l'opération immobilière de promotion et de spéculation immobilière dans le centre d'Istanbul, qui est la place Taksim. La mobilisation brésilienne, je ne sais pas s'il en reste quelque chose, qui a commencé par une mobilisation très violente sur la hausse des prix du transport en 2013, mais qui est venue comme le symbole de formes d'urbanisation et de transformation urbaine très violente, autorisée et financée par la préparation de la Coupe du Monde de football, qui donc c'est assez, à mon sens, assez bien prolongé dans la mobilisation contre la Coupe du Monde de football et les dépenses somptuaires de l'État brésilien dans la Coupe du Monde de football. Donc c'est une mobilisation qui a duré quasiment un an. Il y a la mobilisation ukrainienne de Kiev et de la place Maidan pendant l'hiver 2013-2014 et récemment Occupy Central à Hong Kong. Vous voyez que Taksim, pour une part le Brésil, mais en tout cas Taksim, Maidan et Occupy Central
mobilise le même répertoire, l'occupation d'une place, et d'autres choses autour de l'occupation de la place, et un face-à-face direct avec le pouvoir. En même temps, il y a effectivement quelque chose il y a des singularités irréductibles à chacune de ces mobilisations, qui d'ailleurs, on a du mal à les nommer et à leur donner un nom commun. Elles ont chacune un nom propre. Maidan, c'est Euromaidan. La seule chose que l'on puisse trouver et qui est acceptée par quelques-uns des acteurs, c'est l'idée d'un mouvement des places, mais ça ne donne pas, bon, ça n'intègre pas Eisen, ça n'intègre pas d'autres mouvements. Mais même dans le répertoire visuel, ça se sent que ça n'est absolument pas la même chose, qui se mobilise et qui fait un nous face à l'État qu'on conteste, à Istanbul et à Kiev dans l'année qui vient de s'écouler. Le répertoire visuel est important. À Maidan, je ne sais pas si vous avez été frappé par ça, mais c'est la première révolution en studio. C'est que la place a été entièrement équipée dès le départ avec la scène, les éclairages, la prise de son, la sonorisation. Tout est fait pour produire de l'image avec cette occupation de la place. Et les photoreporters du monde entier ne s'y sont pas trompés, c'est là qu'ils étaient, et pas à Rio, parce que les photos étaient plus belles, les images étaient plus belles, c'est comme ça qu'ils le disent. La lumière était beaucoup plus... On faisait bien plus beau matériel à Maidan que à Rio. Donc, j'ai travaillé un petit peu sur les images que ça a produit, et les images du nous qui étaient mobilisées sur la place, que ça a produit. Il y a un contraste considérable entre les images faites par les vidéos amateurs ou mises en ligne par des amateurs en Turquie, où l'image du peuple mobilisé sur la place est une image de l'addition de singularité et de la diversité et de personnes souvent seules ou en petits groupes contre la police. Il y a un nous qui est très englobant dans la mobilisation contre Erdogan à partir du parc Gezi en 2013. Les images regardez-les, les images de Maidan sont des images d'un nous compact, uniforme, et non pas dans la fragilité face à la police, avec la force du principe qu'on peut porter, mais dans la force militaire face à la police et l'organisation militaire. C'est beaucoup moins englobant, c'est les Ukrainiens point barre. Par les russophones, il y a quelque chose qui se dit dans l'image et dans la production d'image au moins autant que dans le second. Alors, je vais, avant de terminer sur la question du possible, dans ces mobilisations, il y a quand même dans les mobilisations depuis 2011, il y a quelques caractéristiques transversales quand même au-delà du répertoire. Parmi la caractéristique transversale persistante, il y a l'absence de revendication de pouvoir, y compris à Kiev. On fait tomber le pouvoir et on en met d'autres à la place, mais il n'y a pas cette fusion du peuple et du pouvoir, je pense, dans un processus révolutionnaire. Il y a dans l'affrontement avec le pouvoir quelque chose de plus en plus présent partout, qui est qu'on voit dans le discours espagnol des occupants de la Puerta del Sol dès le départ, et qu'on retrouve en Turquie et qu'on retrouve au Brésil cette année. Il y a l'idée de la corruption, de la lutte contre que le pouvoir est un pouvoir de corruption,
qui agit au nom d'intérêts privés et au nom d'intérêts qui en tout cas ne sont pas ceux du peuple, et une connivence quasiment criminelle avec, ou directement criminelle avec des puissances financières. Et puis, ça se relève. Et puis, il y a dans le répertoire quelque chose qui n'était pas forcément avant 2011, mais qui est la question du territoire, qui a une consistance territoriale de certaines de ces mobilisations qui est tout à fait impressionnante dans des contextes extrêmement différents. Je vous parlais de Eisen tout à l'heure. Au Chili, ce n'est pas la seule mobilisation chilienne qui a eu une dimension territoriale. L'organisation même du mouvement des étudiants a aussi pris une base territoriale qui lui a donné beaucoup de puissance. Si on prend une révolte qui a eu lieu fin 2011, début 2012, dans le sud de la Chine, on n'en a pas beaucoup parlé, mais qui est tout à fait impressionnant, c'est la révolte de la petite ville de Wuhan, qui s'est révoltée contre la spéculation, contre la corruption des responsables locaux et la spéculation foncière, et qui est une révolte territoriale qui a gagné, c'est-à-dire que il y a eu des morts, il y a eu des affrontements très importants, mais les responsables corrompus ont été destitués, des élections ont été organisées, et les leaders de la révolte ont gagné les élections. Juste une petite note en bas de page, la fin est triste, car 2 ans après, les habitants de Wuhan se sont révoltés contre la corruption de leurs nouveaux dirigeants. Mais là aussi, on a une dimension territoriale, mais le mouvement des bonnets rouges en Bretagne a aussi une dimension territoriale très forte. Je ne dirais pas une dimension nationale, parce que je ne pense pas. Je connais pas mal et la région et les Bretons, qu'il y ait une revendication nationaliste réelle dans cette affaire. Alors, dans les points de divergence, entre les mouvements actuels, ou des points de séparation, une des choses qui m'inquiète le plus, dans ce que j'ai observé, je vais vous le montrer, c'est que voilà. Où est-ce que j'ai je ne sais pas où. Bon, ça fait rien, je vais vous le dire autrement. Je comptabilise, depuis le début, je comptabilise dans les émeutes des affrontements civils qui sont des affrontements comme ceux qui ont eu lieu d'ailleurs à Tor Sapienza lundi et mardi dernier, les émeutes anti-immigrés, c'est-à-dire des affrontements entre les gens eux-mêmes. Un peu comme celles comme les émeutes des townships en Afrique du Sud en 2008, qui ont été des émeutes contre les Zimbabwéens et les Mozambicains. Depuis des années, cette présence est là, et mais minoritaire. Alors, je ne retrouve pas mon tableau. Et en 2013, c'est monté à 10% du total. Ah voilà, je vais le trouver. Voilà, presque 10% du total. Voilà. 2011, un total de 59 situations. 2012, 81. 2013, 209. Alors, il y a des localisations, je dirais un peu, il y a des points de fixation très forts et récurrents, notamment l'Inde, et notamment les États du nord de l'Inde,
et en particulier l'Uttar Pradesh, la Birmanie, où les Rohingyas, qui sont des Birmans musulmans réputés apatrides, sont la cible de véritables pogroms et ont été la cible de véritables pogroms. Mais il n'y a pas que... Alors, donc, l'un des deuxièmes pays en nombre d'émeutes en 2013 après l'Égypte. Mais il n'y a pas que là. Il n'y a pas que là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ça se passe à Rome. Voilà. Ça se passe à Rome, ça se passe quand j'ai... Comment vous le tableau Total, c'est le nombre d'émeutes qui ont eu lieu et le nombre de pays concernés. Voilà. Donc en plus le nombre de pays concernés, il y avait 15 pays concernés en 2011, il y avait 16 pays concernés en 2012, il y en a 37 en 2013. Et les pays, le détail des pays correspond à l'année 2013. Voilà. Mais donc, comme je faisais connaître ce qui s'était passé à Rome là, les lundis et mardis, sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, j'ai eu droit à un commentaire du style bientôt ça va être la France. Mauvaise nouvelle. Ça a déjà eu lieu. Voilà. Et ça a déjà eu lieu notamment contre les Roms récemment. Voilà. Donc l'Europe n'est absolument pas à l'abri de ce genre de situation. Oui, puis il y avait déjà eu des jeunes des banlieues. Oui, tout à fait. Ce que j'expliquais pour 2006. Alors, pour terminer, j'en suis à la page 8 d'un texte qui en avait 15, mais je vais pas aller au bout. Comment travailler là-dessus, autrement que je ne le fais là, avec ces statistiques. D'abord, c'est très compliqué de travailler comme ça de l'extérieur sans, à un moment donné, avoir fait de l'observation. Voir un peu. Et c'est l'observation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'observation qui m'a amené à réfléchir à la façon de traiter ça de façon beaucoup plus globale. C'est l'observation qui, il y a deux autres témoins dans cette salle, qui m'a permis de voir que quelque part à côté de la gare de Thiaroye au Sénégal, des lycéens mobilisés ont fait des choses qui s'apparentent absolument à ce que j'avais observé devant le lycée Paul-Éluard. Toutes choses égales par ailleurs, ils n'étaient pas du tout mobilisés pour les mêmes choses. Ce que j'ai vu devant Paul-Éluard en 2006 ou en 2010, au moment des mouvements contre les retraites, était inscrit dans un contexte français. Les lycéens, ou c'était les collégiens même de Thiaroye, ils manifestaient pour la reprise des cours. C'était tout à fait autre chose. Il n'empêche qu'ils ont bloqué une avenue, enfin une grande route, qu'ils ont brûlé des palettes et des pneus, et que le résultat, visiblement voulu, comme l'incendie des voitures, a été la venue de la police. Et comme j'ai pu l'observer en France, dans une sorte de banalité et d'indifférence quasiment totale des adultes qui étaient autour. Les photos que j'avais faites montraient qu'ils continuaient à ranger leurs étals autour. Enfin, par contre, la différence, ça s'est terminé par la mort, puisque la police avait poursuivi les lycéens jusque dans leur lycée et tiré dessus. Donc, l'observation de ces faits-là est importante et on apprend toujours beaucoup. En disant qu'en plus les choses évoluent, qu'il y a dans le répertoire des choses nouvelles qui apparaissent, comme par exemple le pillage. Mais comment travailler sur les mouvements et les mobilisations, et comment être de l'intérieur, et en ne faisant pas qu'observer les faits et gestes et le répertoire visuel. Une des pistes que je proposerais pour terminer, qui rencontre une préoccupation qui est exprimée par l'anthropologue indo-américain Arjuna Padurai dans un de ses derniers livres, c'est de travailler sur la question du possible. Parce que ce qui
Ce qui semble s'absenter dans cet effondrement de la politique comme stratégie de mobilisation et ayant comme objectif la question du pouvoir et de l'État, ce qui s'absente et qui rend qui fait apparaître comme une nécessité sans forcément de solution l'affrontement direct avec le pouvoir, c'est, me semble-t-il, la disparition de l'ouverture d'un possible, d'autre chose que ce qui est, et d'une voie pour y parvenir. Pour reprendre le Forum social mondial lancé en 2001, le slogan du Forum social mondial, « Un autre monde est possible », est presque un aveu que justement c'est pas si évident que ça, puisqu'il faut le dire. Voilà. Donc la question du possible et du futur, sa représentation opératoire dans l'action me semble une dimension essentielle de la recherche sur ce qui aujourd'hui est en train de remplacer la politique et une dimension essentielle de l'activité du chercheur. Apadouraï dit même, non seulement c'est une dimension essentielle de l'activité du chercheur, mais aujourd'hui, quelque part, la recherche devient une dimension essentielle de la mobilisation des mouvements. Parce que le terrain sur lequel un possible peut être défini, peut être dessiné, peut être porté à un moment donné comme un objet de mobilisation, c'est le terrain sur lequel on va contester à l'État et au pouvoir ce qui fait sa force en dehors de la police, c'est-à-dire son monopole de l'expertise sur les situations. Et donc c'est sur le terrain de l'expertise sur les situations, et donc d'un travail sur comment la situation est et comment elle pourrait être autrement, que peut porter le regard du chercheur aujourd'hui, et non seulement ce regard, mais aussi sa participation. J'ai trouvé beaucoup de réconfort à la lecture d'Apadouraï, puisqu'il propose une nouvelle dimension pour la recherche, qui est de ne plus chercher forcément la perfection académique, mais de chercher aussi de mettre à l'épreuve le savoir du chercheur à l'efficacité de la construction d'un possible dans des lieux où peuvent émerger ces possibles, parce que l'autre point de convergence avec Apadouraï, c'est que je pense qu'il y a effectivement des lieux de l'émergence, en tout cas de la construction de possibles aujourd'hui, et d'une reconstruction du futur et de l'avenir, et c'est certainement pas les villes de cristal. Il va plutôt, lui, parce qu'il connaît bien, chercher ça du côté des bidonvilles de Mumbai. Ça peut être aussi les cités en France ou la banlieue de Dakar.